Sous l'éclat vacillant des néons dans le quartier Bastille, le parking désert près de la pharmacie semblait retenir son souffle, comme si Paris conspirait dans l'ombre. Les pavés humides reflétaient des lueurs orangées, brisées par le grondement lointain du métro. Camille Lay, ami fidèle de Snoop Dogg, gara sa Volvo noire sous un panneau lumineux clignotant, son cœur battant après une longue nuit en studio. Épuisée, elle coupa le moteur, ses doigts crispés sur le volant, un pressentiment pesant dans l'air. La Bastille, vibrant d'histoire et de rébellion, était étrangement silencieuse, ses ruelles vides cachant un piège prêt à se refermer. En leggings sombres et hoodie, ses cheveux noirs noués, elle attrapa son sac, ignorant l'ombre qui guettait. Lorsqu'elle posa un pied sur l'asphalte, un crissement de pneus déchira la nuit. Une voiture de patrouille surgit, ses phares aveuglants fixés sur elle comme un prédateur traquant sa proie. Une silhouette massive émergea. Marcel Dubois, officier arrogant, dont le regard perçant distillait une menace voilée. « Qu'est-ce qu'une fille d'Amo fait ici si tard » lança-t-il, sa voix lourde de mépris raciste. Un défi à l'âme de Paris. Camille, immobile, sentit une tempête monter en elle. La nuit, loin d'être finie, allait exploser sous les néons de la Bastille. Sous les néons clignotants du parking de la Bastille, où l'éclat orangé dansait sur les pavés humides, l'air semblait chargé d'une menace sourde, comme si Paris retenait son souffle face à un affront imminent. Camille Lay, amie fidèle de Snoop Dogg, venait de couper le moteur de sa Volvo noire, son cœur battant après une nuit d'enregistrement en studio. Les ruelles de la Bastille, jadis vibrantes de révolte, étaient étrangement silencieuses, leurs ombres longues cachant un danger prêt à surgir. En leggings sombres et hoodie, ses cheveux noirs noués, elle attrapa son sac, ignorant l'instinct qui lui criait de rester sur ses gardes. Le crissement brutal de pneus sur l'asphalte déchira la nuit, faisant vibrer les vitres de la pharmacie voisine. Une voiture de patrouille s'arrêta net, ses phares aveuglants fixés sur Camille comme un projecteur sur une scène tragique. Une silhouette massive émergea. Marcel Dubois, officier de police, colosse au regard perçant, dont l'uniforme impeccable contrastait avec l'arrogance venimeuse de son sourire. Marcel Dubois, 37 ans, n'était pas un simple patrouilleur. Il était une tempête ambulante, un homme dont la réputation dans le quartier Bastille oscillait entre crainte et répulsion. Ancien gardien de boîte de nuit, il avait rejoint la police après une bagarre douteuse qui avait laissé un client à l'hôpital. Son badge, loin de le discipliner, avait amplifié son goût pour le pouvoir. Il régnait sur les nuits parisiennes comme un seigneur autoproclamé, ses patrouilles devenant des chasses où il ciblait les plus vulnérables, en particulier les personnes de couleur. « Les Damao n'ont rien à faire dans mon secteur », avait-il déclaré un soir à un collègue, un rictus aux lèvres, selon des rumeurs murmurées dans les cafés du quartier. Il portait son autorité comme une armure, sa main toujours posée sur sa matraque, prêt à frapper au moindre signe de défi. Ce soir, sous les néons, Camille, seule et d'apparence fragile, était une proie idéale. « Qu'est-ce qu'une fille d'Amo fait ici si tard » lança-t-il, sa voix lourde de mépris raciste, chaque mot pesant comme une pierre. Il s'approche, ses bottes claquant sur l'asphalte, son ombre s'étendant sur la Volvo comme une menace vivante. Camille, immobile, sentit une colère ancienne monter, mais elle garda son calme, ses yeux rencontrant les siens avec une prudence calculée. « Je vais chercher de l'eau », répondit-elle, sa voix ferme mais mesurée, espérant désamorcer l'orage. Dubois ricana, son regard balayant la pharmacie, dont les lumières clignotaient faiblement. « De l'eau ? À cette heure ?» dit-il, feignant l'incrédulité. « Ce parking a eu des problèmes. Trafic, vol, des gens comme toi, souvent. » L'insulte implicite, teintée de racisme, fit frémir l'air, un défi à l'âme de la Bastille, ce quartier où la diversité est une fierté. Dubois s'avança encore, son souffle frôlant l'épaule de Camille. « Montre-moi ton sac », ordonna-t-il, sa main effleurant sa matraque. « On sait ce que les gens de ton genre cachent. » Ces mots, crachés avec un mépris glacial, étaient une arme, conçue pour humilier, pour rappeler à Camille qu'elle n'était, à ses yeux, qu'une étrangère dans sa propre ville. Dans la culture française, où la Bastille symbolise la révolte contre l'oppression, cet outrage raciste était une profanation. Dubois prospérait sur la peur, son pouvoir grandissant à chaque regard baissé, à chaque silence forcé. Il avait déjà intimidé une étudiante sénégalaise, la forçant à quitter un arrêt de bus sous des insultes similaires, et brisé le téléphone d'un livreur maghrébin qui osait filmer ses abus. Chaque acte renforçait son emprise, chaque victime un trophée. Mais ce soir, quelque chose changea. En défiant Camille, Dubois alluma une étincelle. Dans l'ombre, un adolescent,
Antoine, skateboard sous le bras, observait, son téléphone prêt à filmer. La tension montait, comme une corde sur le point de rompre. Camille, immobile, sentit son pouls s'accélérer. Dubois, inconscient du danger, s'approcha encore, son rictus s'élargissant. Qui oserait défier cet homme? La réponse arrive, et elle sera explosive. Si cette injustice vous révolte, tapez Bastille dans les commentaires pour soutenir Camille. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Un choc monumental vous attend, plus brûlant que les pavés de Paris. Partagez si la lutte contre le racisme vous enflamme et restez pour l'épisode prochain. Une révolution s'annonce. Dubois, sentant la résistance de Camille, resserra son emprise sur son poignet, son rictus s'élargissant. « Tu veux compliquer les choses ?» grogna-t-il, sa voix basse et menaçante. Il la poussa contre la Volvo, le métal froid mordant son dos. « On va vérifier ce sac, et peut-être plus. Les filles à moi comme toi cachent toujours quelque chose. » Il arracha le sac de son épaule, le jetant sur le capot, et commença à fouiller, déchirant une poche intérieure avec un plaisir sadique. Une photo glissa, un portrait de Snoop Dogg et Camille, riant ensemble lors d'une tournée. « Regarde-moi ça !» ricana Dubois, brandissant l'image. « Ton copain rappeur ne te sauvera pas, Damo. » Il déchira la photo en deux, les morceaux flottant sur les pavés comme des feuilles mortes. Camille, le souffle coupé, sentit une fureur brûlante monter en elle. Cette photo, un souvenir précieux, était plus qu'un bout de papier. C'était un symbole de son lien avec Snoop, de sa force, de sa place dans un monde qui cherchait à l'effacer. « Vous n'avez pas le droit, » murmura-t-elle, sa voix tremblant de rage contenue. Dubois, amusé, s'approcha encore, son visage à quelques centimètres du sien. « Le droit ?» siffla-t-il. « Ici, c'est moi la loi. Tourne-toi, ou je te fais regretter d'être né noir. » Ces mots, chargés de racisme, étaient un ultimatum, une tentative de briser son esprit. Mais Camille, forgée par des années d'amitié avec Snoop, avait appris à ne jamais plier face à la haine. Dans l'ombre, un adolescent, Antoine, observait, son téléphone tremblant dans ses mains. Il avait vu Dubois arriver, entendu ses insultes et commencé à filmer, son cœur battant à tout rompre. La tension, comme une corde prête à rompre, enveloppait le parking. Camille, poussée contre la Volvo, sentit son pouls s'accélérer. Elle savait que chaque seconde comptait, que chaque geste pouvait changer le cours de cette nuit. Lorsque Dubois, impatient, tenta de la retourner de force, saisissant son épaule avec une brutalité accrue, elle agit. En un éclair, elle pivota, libérant son bras d'une torsion précise, une technique de self-défense apprise lors des longues nuits avec Snoop, où ils partagèrent des leçons de survie. Dubois, surpris, trébucha, son arrogance vacillant. « Sale d'Adjen !» rugit-il, sa voix brisée par la fureur, crachant l'insulte comme un venin. Il se redressa, plongeant la main vers sa matraque, son visage rouge de colère. « Tu vas payer pour ça !» hurla-t-il, levant l'arme pour frapper. Camille, le souffle court, esquiva d'un mouvement fluide, laissant la matraque s'abattre sur le capot de la Volvo, le métal résonnant dans un craquement sinistre. La foule invisible, les passants lointains, les ombres dans les ruelles, semblaient retenir son souffle. Antoine, dans l'ombre, zooma son téléphone, capturant chaque instant, son pouls battant à l'unisson avec la révolte naissante. Camille, profitant de l'élan de Dubois, saisit son poignet, le tordant avec une force calculée. Un cri de douleur échappa à l'officier, sa matraque tombant sur les pavés dans un claquement sec. Elle le repoussa, le plaquant contre la voiture de patrouille, son avant-bras pressé contre son torse. « Ne me touchez plus jamais », murmura-t-elle, sa voix un mélange de feu et de glace. Dubois, haletant, tenta de se dégager mais sa force s'effritait face à la détermination de Camille. Ses yeux, jadis arrogants, trahissaient une peur naissante, non pas de la douleur mais de perdre le contrôle. « Tu es fini », bégaya-t-il, sa voix tremblant de rage. « Les Noirs comme toi n'ont pas d'avenir ici. » La foule invisible, représentée par Antoine, sentit une étincelle s'allumer. Le garçon, les mains tremblantes, continuait de filmer, conscient que cet instant pouvait changer des vies. Camille, immobile, relâcha lentement Dubois, reculant d'un pas, ses yeux rivés sur lui. Elle savait que ce n'était pas fini, pas encore. Dubois, humilié, plongea la main vers son talkie-walkie, son visage tordu par la honte. « Officier attaqué !» cria-t-il, sa voix théâtrale résonnant dans la nuit. « Suspecte violente, Damo, besoin de renfort. » Ces mots, chargés de mensonges et de racisme, étaient une tentative désespérée de reprendre le pouvoir. Mais Camille, debout sous les néons, incarnait une vérité que ni ses insultes ni ses menottes ne pourraient étouffer.
Dans la culture française, où la Bastille est un symbole de résistance, l'acte de Camille était un cri de défi. Chaque mouvement, chaque esquive portait la douleur des insultes racistes, la rage des photos déchirées, l'espoir d'un quartier étouffé par la peur. Dubois, en défiant Camille, avait allumé une flamme qui ne s'éteindrait pas. Antoine, dans l'ombre, sentit son cœur s'emballer. Il savait que ce qu'il filmait n'était pas seulement une bagarre, mais une révolution. La Bastille, sous les étoiles, vibrait d'une promesse, celle d'une justice imminente, portée par une femme qui refusait de plier. Sous les néons vacillants du parking de la Bastille, où les pavés humides scintillaient comme des éclats de révolte, l'air était saturé d'une tension suffocante, comme si Paris elle-même grondait face à l'injustice. Camille Lay, ami fidèle de Snoop Dogg, se tenait debout, le souffle court, son dos contre sa Volvo noire, ses yeux brûlants d'une fureur contenue. Marcel Dubois, officier massif au rictus cruel, venait de subir une humiliation cuisante. Sa matraque gisait sur le sol, son poignet tordu par la défense précise de Camille, apprise lors des nuits passées avec Snoop à parler de survie. « Ne me touchez plus jamais », avait-elle murmuré, sa voix un mélange de feu et de glace. Mais Dubois, rouge de honte, refusait de plier. « Sale d'Adjen », rugit-il, crachant l'insulte raciste comme un venin, sa main plongeant vers son talkie-walkie. « Officier attaqué !»« Suspecte violente, Damo, besoin de renfort !» cria-t-il, sa voix théâtrale déchirant la nuit, un mensonge destiné à reprendre le contrôle. Camille, immobile, savait que la tempête ne faisait que commencer. Dubois, 37 ans, était plus qu'un policier corrompu. Il était un tyran, un homme dont les abus racistes avaient emmarqué la Bastille comme une plaie ouverte. Son passé de videur brutal, ses patrouilles nocturnes transformées en chasse aux minorités, avaient en forgé une réputation de terreur. Il avait forcé une étudiante sénégalaise à quitter un arrêt de bus sous des insultes, brisé le téléphone d'un livreur maghrébin qui osait le filmer et humilié des dizaines d'autres, toujours avec le même rictus. Les Noirs n'ont pas leur place ici. Ce soir, Camille, par son refus de se soumettre, avait fissuré son empire. Mais Dubois, acculé, jouait sa dernière carte, la calomnie. En accusant Camille d'attaques violentes, il cherchait à la détruire, à transformer sa résistance en crime. « Tu vas pourrir en tôle, Damao !» siffla-t-il, son regard luisant de haine, alors que des sirènes hurlaient au loin, leurs lueurs rouges et bleues perçant l'obscurité. Dans l'ombre, Antoine, un adolescent de 17 ans, filmait, son téléphone tremblant dans ses mains. Skateboard sous le bras, il n'avait pas prévu d'être témoin d'un tel drame, mais l'insulte raciste de Dubois, suivie de l'éclat de la matraque, l'avait poussé à agir. Son objectif capturait tout, la photo déchirée de Camille et Snoop, les gestes brutaux de Dubois, la défense fulgurante de Camille. Chaque seconde enregistrée était une arme, un cri silencieux contre l'oppression. Mais alors que les sirènes se rapprochaient, Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il savait que ce qu'il filmait pouvait changer des vies, ou les briser. Les renforts arrivèrent dans un chaos assourdissant. 2 voitures de police surgirent, bloquant l'unique sortie du parking. 4 officiers, matraques et pistolets à la main, bondirent des véhicules, leurs visages figés dans une colère froide. « À terre, mains en l'air !» cria l'un d'eux, son arme pointée sur Camille. Dubois, se relevant péniblement, joua la victime avec une maîtrise théâtrale. « Elle m'a attaqué !» hurla-t-il, un bras feignant une blessure, son doigt pointant Camille. « Cette Dadjen a essayé de me désarmer. Elle est dangereuse. » Les mots, chargés de racisme, étaient une arme, transformant Camille en criminelle aux yeux de ses collègues. La foule invisible, les passants lointains, les ombres dans les ruelles, semblaient retenir son souffle, mais aucun n'osa intervenir. Antoine, tapi derrière un muret, zooma son téléphone, son pouls battant à l'unisson avec l'injustice. Camille, les mains levées, tenta de parler. « Il m'a touché, il m'a insulté !» dit-elle, sa voix ferme mais tremblante. Mais ces mots furent noyés par le chaos. Un officier, un colosse au regard vide, s'avança, saisissant son bras avec une brutalité inutile. « Ferme-la, Damao !» grogna-t-il, reprenant l'insulte de Dubois, un écho de la haine institutionnelle qui gangrénait la Bastille. Il la poussa violemment contre la Volvo, son front heurtant le capot dans un choc sourd. Une goutte de sang coula sur sa tempe, tachant le métal noir, un symbole de l'outrage. Camille serra les dents, refusant de crier, mais la douleur et l'humiliation brûlaient comme un feu. Les menottes claquèrent sur ses poignets, le métal mordant sa peau, et elle fut traînée vers une voiture de patrouille.
ses baskets raclant les pavés. Dans la culture française, où la Bastille est un symbole de résistance contre l'oppression, cet acte était une trahison. Insulter la couleur de peau, frapper une femme innocente, c'était nier l'âme de Paris, une ville où chaque individu, quelle que soit son origine, devrait marcher librement. Mais Dubois et ses collègues incarnaient une réalité plus sombre. Un système où le racisme et l'abus de pouvoir prospéraient dans l'ombre des badges. Camille, menottée, fut jetée à l'arrière d'une voiture, l'odeur de plastique et de sueur envahissant ses sens. Dubois, se redressant, aboya des ordres, son rictus revenant comme une armure. « Emmenez-la » cria-t-il. « Cette Dadjen va apprendre ce qu'il en coûte de défier la loi. » Les officiers, sans poser de questions, obéirent, leurs regards évitant ceux de Camille, comme s'ils refusèrent de voir l'humanité dans ses yeux. Au poste de police, l'humiliation continua. Camille fut poussée dans une salle d'interrogatoire aux murs gris, sous des néons blafards qui rendaient l'air irrespirable. Ses empreintes furent prises, son visage photographié, ses affaires confisquées, y compris son téléphone, où une photo d'elle et Snoop trônait en fond d'écran. « Une rappeuse, hein » ricana un sergent, jetant un œil à l'écran avant de le ranger. « Ça ne te sauvera pas, Damao. » Camille, assise sur une chaise métallique, sentit la colère monter, mais elle resta silencieuse, son regard fixé sur un point invisible. Elle savait que parler ne servirait à rien, pas encore. Chaque mot de Dubois, chaque insulte raciste, chaque coup était gravé dans sa mémoire, une promesse qu'elle ne laisserait pas cette injustice triompher. Pendant ce temps, Antoine, caché dans une ruelle adjacente, tremblait d'adrénaline. Il avait arrêté de filmer lorsque les renforts étaient arrivés, craignant d'être repéré. Son téléphone, brûlant dans sa poche, contenait une vérité explosive. L'attaque de Dubois, ses insultes racistes, la défense de Camille et l'arrestation brutale. Il savait qu'il tenait une bombe, mais aussi un danger. Les histoires couraient dans la Bastille. Des témoins de Dubois disparaissaient, leurs téléphones brisés, leur vie bouleversée. Mais Antoine, poussé par une indignation plus forte que la peur, prit une décision. Il courut chez lui, un petit appartement au-dessus d'un café, et brancha son téléphone à son ordinateur. Ses doigts tremblaient alors qu'il téléchargeait la vidéo, la retouchant à peine pour protéger son identité. Puis, avec un souffle retenu, il la posta sur TikTok, avec une légende simple. Un flic raciste attaque une femme. Elle se défend. Partagez. En quelques minutes, la vidéo explosa. Les premières vues, quelques dizaines, devinrent des centaines, puis des milliers. Les commentaires affluèrent, un torrent de colère et d'incrédulité. « C'est Camille Lelay, la pote de Snoop Dogg. Ce flic est un monstre. Pourquoi ils l'ont arrêté ?» En 1 heure, la vidéo atteignit 1 million de vues, relayée sur Twitter, Instagram et même des forums parisiens. Un compte de musique populaire reposta le clip avec un message « Camille Lelay arrêtée pour s'être défendue contre un flic raciste. Partagé jusqu'à ce que la Bastille s'enflamme. » Les hashtags « No Justice pour Camille » et « Si pas de badge pour le racisme » commencèrent à dominer les réseaux, transformant l'incident en un cri de guerre. Dans la culture française, où les réseaux sociaux sont devenus des arènes de justice populaire, cette vidéo était une étincelle dans un baril de poudre. La Bastille, avec son histoire de soulèvement, vibrait à nouveau. Les internautes, anonymes ou célèbres, partagèrent des captures d'écran de Dubois, son badge bien visible, son visage figé dans un rictus de haine. Des artistes, des militants, et même des figures locales comme des DJ du quartier, amplifièrent le message. « La Bastille ne se taira pas », tweeta une rappeuse connue, ajoutant un lien vers la vidéo. À l'aube, les chaînes d'information parisiennes diffusèrent des extraits floutés, les présentateurs débattant avec gravité « Est-ce un cas isolé ou un symptôme d'un racisme systémique ?» Camille, dans sa cellule, n'avait aucune idée de la tempête qui se levait. Les murs gris, l'odeur de sueur et de désinfectant la rendaient claustrophobe, mais elle refusait de plier. Chaque insulte de Dubois, Damao, Dadjen, résonnait dans son esprit, non comme une blessure, mais comme un carburant. Elle pensa à Snoop, à leur nuit à parler de résistance, à sa voix rauque lui disant « Ne laisse jamais personne te marcher dessus ». Elle serra les poings, ses menottes cliquetant, et murmura pour elle-même « Tu as choisi la mauvaise femme, Dubois ». Au dehors, la vidéo d'Antoine devenait une arme. Les internautes identifiaient Dubois, déterrant des plaintes anciennes contre lui, enterré par le système. Une femme, anonyme, écrivit dans un commentaire « Il m'a arrêté il y a 2 ans, m'a traité de sale arabe, m'a menacé. J'avais trop peur pour parler. » Une autre ajouta « Il a fouillé mon frère sans raison, juste parce qu'il était noir.
Ces témoignages, comme des braises, attisaient un feu grandissant. La Bastille, sous les néons désormais stables, vibrait d'une indignation collective, un refus de laisser l'injustice triompher. Dubois, au poste, ignorait encore l'ampleur du désastre. Il rédigeait un rapport truqué, accusant Camille d'agression, décrivant une suspecte violente, d'un mot menaçante. Ses collègues, complices par habitude, hochèrent la tête, leur regard évitant les caméras de surveillance. Mais la vérité, portée par la vidéo d'Antoine, était déjà hors de leur contrôle. La foule virtuelle, unie par la rage, faisait trembler les murs du commissariat. Camille, menottée, incarnait une résistance silencieuse, mais dehors, Paris criait pour elle. Sous les néons désormais stables du parking de la Bastille, où les pavés humides portaient encore les traces d'une nuit de révolte. Une tempête grondait, invisible mais implacable. Camille Lay, amie fidèle de Snoop Dogg, était enfermée dans une cellule grise du commissariat, ses poignets marqués par les menottes, une goutte de sang séchée sur sa tempe, souvenir de l'arrestation brutale orchestrée par Marcel Dubois. L'officier, colosse arrogant, avait transformé sa défense héroïque en crime, l'accusant d'attaques violentes avec des insultes racistes. D'Adjen, d'Amaou, qui résonnaient comme des coups. Mais dehors, la vidéo d'Antoine, adolescent courageux ayant filmé l'incident, avait enflammé Paris. Postée sur TikTok, elle atteignait des millions de vues, un cri de guerre contre l'injustice raciale. Les hashtags #Justice pour Camille et #Archie pas de badge pour le racisme dominaient les réseaux, transformant la Bastille en un symbole de résistance. Pourtant, une menace planait. Dubois et son système corrompu ne se rendraient pas sans combattre. Dans la cellule, Camille, assise sur un banc métallique, fixait le mur, l'odeur de sueur et de désinfectant saturant l'air. Chaque insulte de Dubois, chaque geste brutal, brûlait dans sa mémoire, mais elle refusait de plier. Elle pensa à Snoop, à leur nuit à parler de survie, à sa voix rauque, ne laisse jamais la haine gagner. Ses poings se serrèrent, les menottes cliquetant, une promesse muette qu'elle ferait tomber ce tyran. Elle ignorait que dehors, la Bastille vibrait d'une révolte grandissante, portée par des milliers de voix anonymes et célèbres, unies contre l'oppression raciale. Antoine, dans son appartement au-dessus d'un café, tremblait encore, son téléphone inondé de notifications. Sa vidéo, vue par des millions, avait déclenché une tempête. Les commentaires affluaient, c'est Camille Lay, la pote de Snoop. Ce flic raciste doit payer. Des rappeurs parisiens, des militants et même des élus locaux partageaient le clip, amplifiant l'indignation. Une étudiante écrivit « Dubois m'a traité de sale arabe l'an dernier, j'avais trop peur pour parler. » Un livreur ajouta « Il m'a frappé parce que j'étais noir. Personne ne m'a cru. » Ces témoignages, comme des flammes, attisaient un feu inextinguible. À l'aube, les chaînes d'information diffusaient des extraits floutés, les présentateurs débattant avec gravité. Est-ce un incident isolé ou un racisme systémique? Dans la culture française, où la Bastille incarne la révolte contre l'injustice, cette vidéo était une torche dans l'obscurité. Paris, ville de liberté, bouillonnait face à la trahison de Dubois. Les réseaux sociaux, arène moderne de la justice populaire, devenaient un tribunal virtuel. Des manifestations spontanées éclatèrent dans le quartier, des pancartes brandissant « Justice pour Camille » et « Non au racisme policier ». Les pavés, jadis témoins de révolution, vibraient sous les pas de centaines de Parisiens, étudiants, artistes, ouvriers, unis par une colère sacrée. Une rappeuse locale, Aïssa, posta une chanson dédiée à Camille, ses paroles percutantes. Pas de badge pour la haine, Bastille ne plie pas, devenant un hymne viral. Mais Dubois, au commissariat, sentait le sol trembler sous ses pieds. Son rapport truqué, accusant Camille d'agression, était prêt, mais des murmures parmi ses collègues trahissaient une nervosité croissante. Un jeune officier, Jules, avait vu la vidéo sur son téléphone, son visage blêmissant face aux insultes racistes de Dubois. « C'est lui, non ?» chuchota-t-il à un collègue qui détourna les yeux. Dubois, inconscient de l'ampleur du scandale, aboyait des ordres, son rictus masquant une peur naissante. Il savait que son passé, les plaintes étouffées, les victimes intimidées risquaient de refaire surface. Quelques mois plus tôt, il avait forcé une serveuse sénégalaise à retirer une plainte en menaçant sa famille. Un autre soir, il avait détruit la caméra d'un passant qui filmait ses abus. Chaque acte, jadis enterré, devenait une bombe à retardement. Alors que la nuit enveloppait Paris, la révolte prit une tournure dramatique. Une foule de manifestants, éclairés par des torches et des écrans de téléphone, se massa devant le commissariat de la Bastille, leurs cris résonnant comme un grondement de tonnerre,
Libérez Camille. Des pancartes dénonçaient Dubois, son nom peint en rouge, symbole de sa honte. Aïssa, la rappeuse, monta sur une estrade improvisée, son micro crachant des paroles enflammées. La Bastille ne se tait pas face aux racistes. La foule rugit, un mélange de colère et d'espoir, mais la tension monta lorsqu'une ligne de CRS, bouclier levé, bloqua l'entrée du commissariat. Un manifestant lança une bouteille, brisant une vitre, et les gaz lacrymogènes fusèrent, transformant la nuit en chaos. Au cœur de cette tempête, une figure émergea. Amira, avocate et militante, connue pour défendre les victimes de violences policières. Alertée par la vidéo d'Antoine, elle arriva au commissariat, flanquée de 2 assistants, exigeant de voir Camille. « Cette arrestation est une farce !» déclara-t-elle à un capitaine nerveux, brandissant son téléphone où la vidéo tournait en boucle. « Vous avez arrêté une innocente pour protéger un raciste. Le monde regarde et Paris ne pardonnera pas. » Le capitaine, visage crispé, murmura des excuses mais refusa l'accès. Amira, imperturbable, tweeta en direct « Camille Lelay est détenue pour s'être défendue contre un flic raciste. Justice pour Camille. Nous ne partirons pas. » Le message, partagé des milliers de fois, galvanisa la foule, qui scanda le nom de Camille comme un mantra. Dans sa cellule, Camille sentit une vibration, non pas physique, mais spirituelle. Les murs gris semblaient trembler sous le poids des cris lointains, des voix qu'elle ne pouvait entendre mais qu'elle ressentait. Elle pensa à la photo déchirée de Snoop, à la goutte de sang sur le capot, à la promesse qu'elle s'était faite. « Tu as choisi la mauvaise femme », murmura-t-elle, ses yeux brillants d'une détermination froide. Elle ignorait que la vidéo d'Antoine avait atteint Snoop Dogg lui-même, qui, depuis Los Angeles, tweeta « Ma sœur Camille est une guerrière. Paris, levez-vous pour elle. Justice pour Camille. » Ce message, vu par des millions, fit basculer l'affaire dans une dimension mondiale. Dubois, dans une salle du commissariat, sentit la panique monter. Un collègue, nerveux, lui montra son téléphone. « Marcel, c'est partout. Ils savent qui tu es. » Dubois ricana, mais sa main tremblait. Il savait que les plaintes enterrées, les témoins intimidés, ressurgissaient comme des fantômes. Une femme, anonyme, avait posté « Dubois m'a arrêté il y a 3 ans, m'a traité de sale noire, m'a menacé. Je parle maintenant. » D'autres suivirent, un déluge de vérité longtemps tue. Le commissariat, jadis un bastion, devenait une prison pour Dubois, ses murs incapables de contenir la colère de Paris. La foule, dehors, ne faiblissait pas. Les CRS, dépassés, reculèrent sous la pression des manifestants, dont les chants « Pas de justice, pas de paix » résonnaient dans les ruelles. Aïssa, sur son estrade, brandit une photo de Camille, son sourire éclatant contrastant avec la violence qu'elle avait subie. « Elle est nous tous !» cria-t-elle, et la foule rugit, un cri qui semblait ébranler les fondations de la Bastille. Antoine, mêlé aux manifestants, serrait son téléphone, conscient que sa vidéo avait allumé un feu inextinguible. Il murmura à un ami « J'ai fait ce qu'il fallait. » Dans la culture française, où les manifestations sont un langage de résistance, ce soulèvement était un écho des révolutions passées. La Bastille, jadis théâtre de soulèvement, renaissait dans une lutte contre le racisme et l'abus de pouvoir. Chaque pancarte, chaque cri, portait la douleur des victimes de Dubois, la rage des esquisses déchirées, l'espoir d'une justice retrouvée. Camille, dans sa cellule, incarnait cet espoir, une femme dont le courage avait transformé une nuit d'horreur en un mouvement mondial. Dans la cellule, Camille, assise sur un banc métallique, fixait le mur, l'odeur de sueur et de désinfectant saturant l'air. Chaque insulte de Dubois, chaque geste brutal, brûlait dans sa mémoire, mais elle refusait de plier. Elle pensa à Snoop, à leur nuit à parler de survie, à sa voix rauque. Ne laisse jamais la haine gagner. Ses poings se serrèrent, les menottes cliquetant, une promesse muette qu'elle ferait tomber ce tyran. Elle ignorait que dehors, la Bastille vibrait d'une révolte grandissante, portée par des milliers de voix anonymes et célèbres, unies contre l'oppression raciale. Antoine, dans son appartement au-dessus d'un café, tremblait encore, son téléphone inondé de notifications. Sa vidéo, vue par des millions, avait déclenché une tempête. Les commentaires affluaient « C'est Camille Lelay, la pote de Snoop. Ce flic raciste doit payer. » Des rappeurs parisiens, des militants, et même des élus locaux partagèrent le clip, amplifiant l'indignation. Une étudiante écrivit « Dubois m'a traité de sale arabe l'an dernier. J'avais trop peur pour parler. » Un livreur ajouta « Il m'a frappé parce que j'étais noir. Personne ne m'a cru. » Ces témoignages, comme des flammes, attisaient un feu inextinguible.
À l'aube, les chaînes d'information diffusaient des extraits floutés, les présentateurs débattant avec gravité. Est-ce un incident isolé ou un racisme systémique? Dans la culture française, où la Bastille incarne la révolte contre l'injustice, cette vidéo était une torche dans l'obscurité. Paris, ville de liberté, bouillonnait face à la trahison de Dubois. Les réseaux sociaux, arène moderne de la justice populaire, devenaient un tribunal virtuel. Des manifestations spontanées éclatèrent dans le quartier, des pancartes brandissant «Justice pour Camille» et «Non au racisme policier». Les pavés, jadis témoins de révolution, vibraient sous les pas de centaines de Parisiens, étudiants, artistes, ouvriers, unis par une colère sacrée. Une rappeuse locale, Aïssa, posta une chanson dédiée à Camille. Ses paroles percutantes: «Pas de badge pour la haine, Bastille ne plie pas», devenant un hymne viral. Mais Dubois, au commissariat, sentait le sol trembler sous ses pieds. Son rapport truqué, accusant Camille d'agression, était prêt. Mais des murmures parmi ses collègues trahissaient une nervosité croissante. Un jeune officier, Jules, avait vu la vidéo sur son téléphone, son visage blêmissant face aux insultes racistes de Dubois. «C'est lui, non?» chuchota-t-il à un collègue qui détourna les yeux. Dubois, inconscient de l'ampleur du scandale, aboyait des ordres, son rictus masquant une peur naissante. Il savait que son passé, les plaintes étouffées, les victimes intimidées, risquaient de refaire surface. Quelques mois plus tôt, il avait forcé une serveuse sénégalaise à retirer une plainte en menaçant sa famille. Un autre soir, il avait détruit la caméra d'un passant qui filmait ses abus. Chaque acte, jadis enterré, devenait une bombe à retardement. Alors que la nuit enveloppait Paris, la révolte prit une tournure dramatique. Une foule de manifestants, éclairés par des torches et des écrans de téléphone, se massa devant le commissariat de la Bastille, leurs cris résonnant comme un grondement de tonnerre. «Libérez Camille!» Des pancartes dénonçaient Dubois, son nom peint en rouge, symbole de sa honte. Aïssa, la rappeuse, monta sur une estrade improvisée, son micro crachant des paroles enflammées. La Bastille ne se tait pas face aux racistes. La foule rugit, un mélange de colère et d'espoir. Mais la tension monta lorsqu'une ligne de CRS, bouclier levé, bloqua l'entrée du commissariat. Un manifestant lança une bouteille, brisant une vitre, et les gaz lacrymogènes fusèrent, transformant la nuit en chaos. Au cœur de cette tempête, une figure émergea. Amira, avocate et militante, connue pour défendre les victimes de violences policières. Alertée par la vidéo d'Antoine, elle arriva au commissariat, flanquée de 2 assistants, exigeant de voir Camille. «Cette arrestation est une farce», déclara-t-elle à un capitaine nerveux, brandissant son téléphone où la vidéo tournait en boucle. «Vous avez arrêté une innocente pour protéger un raciste. Le monde regarde, et Paris ne pardonnera pas.» Le capitaine, visage crispé, murmura des excuses mais refusa l'accès. Amira, imperturbable, tweeta en direct: «Camille Lé est détenue pour s'être défendue contre un flic raciste. Justice pour Camille. Nous ne partirons pas.» Le message, partagé des milliers de fois, galvanisa la foule, qui scanda le nom de Camille comme un mantra. Dans sa cellule, Camille sentit une vibration, non pas physique, mais spirituelle. Les murs gris semblaient ne trembler sous le poids des cris lointains, des voix qu'elle ne pouvait entendre mais qu'elle ressentait. Elle pensa à la photo déchirée de Snoop, à la goutte de sang sur le capot, à la promesse qu'elle s'était faite. «Tu as choisi la mauvaise femme», murmura-t-elle, ses yeux brillant d'une détermination froide. Elle ignorait que la vidéo d'Antoine avait atteint Snoop Dogg lui-même, qui, depuis Los Angeles, tweeta: «Ma sœur Camille est une guerrière. Paris, levez-vous pour elle. Justice pour Camille.» Ce message, vu par des millions, fit basculer l'affaire dans une dimension mondiale. Dubois, dans une salle du commissariat, sentit la panique monter. Un collègue, nerveux, lui montra son téléphone. «Marcel, c'est partout. Ils savent qui tu es.» Dubois ricana, mais sa main tremblait. Il savait que les plaintes enterrées, les témoins intimidés, ressurgissaient comme des fantômes. Une femme, anonyme, avait posté: «Dubois m'a arrêté, il y a 3 ans, m'a traité de sale noire, m'a menacé, je parle maintenant.» D'autres suivirent. Un déluge de vérité longtemps tue. Le commissariat, jadis un bastion, devenait une prison pour Dubois, ses murs incapables de contenir la colère de Paris. La foule, dehors, ne faiblissait pas. Les CRS, dépassés, reculèrent sous la pression des manifestants, dont les chants «Pas de justice, pas de paix» résonnèrent dans les ruelles. Aïssa, sur son estrade, brandit une photo de Camille, son sourire éclatant contrastant avec la violence qu'elle avait subie. «Elle est nous tous!» cria-t-elle, et la foule rugit.
un cri qui semblait ébranler les fondations de la Bastille. Antoine, mêlé aux manifestants, serrait son téléphone, conscient que sa vidéo avait allumé un feu inextinguible. Il murmura à un ami : « J'ai fait ce qu'il fallait. » Dans la culture française, où les manifestations sont un langage de résistance, ce soulèvement était un écho des révolutions passées. La Bastille, jadis théâtre de soulèvement, renaissait dans une lutte contre le racisme et l'abus de pouvoir. Chaque pancarte, chaque cri portait la douleur des victimes de Dubois, la rage des esquisses déchirées, l'espoir d'une justice retrouvée. Camille, dans sa cellule, incarnait cet espoir, une femme dont le courage avait transformé une nuit d'horreur en un mouvement mondial.